Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. Si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro d'Allons plus loin. Ensemble, pendant une heure, nous allons prendre le temps de comprendre, d'analyser, de décrypter l'actualité politique et parlementaire. Évidemment, il sera question aujourd'hui de la mobilisation contre la réforme des retraites. 245 manifestations dans le pays et la pagaille dans les transports. En plateau avec nous pour en parler, Rémi Féraud, vous êtes sénateur PS de Paris. Merci d'être avec nous. Évidemment, vous allez donner votre point de vue sur cette réforme et sur cette mobilisation. Aujourd'hui, durant cette heure, nous irons aussi en salle des conférences pour recueillir le point de vue d'autres sénateurs et sénatrices. Ce sera avec vous, Steve Jourdain. Oui, la position délicate, la position d'équilibriste des Républicains sur cette mobilisation. On sera avec la sénatrice Catherine Dumas dans un instant. Et durant cette émission, nous irons aussi dans l'hémicycle. Ce sera avec vous, Alice Bardot. Les sénateurs examinent en ce moment même le budget de la culture pour 2020, un budget en partie consacré à la restauration des monuments historiques après une année marquée par l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. Merci Alice, à tout à l'heure. Et puis allons plus loin, c'est aussi le club, ce sera avec vous Caroline Deschamps, vous êtes chef du pôle web de Public Sénat. On va parler évidemment de la grève et de la mobilisation et ça se passe aussi sur les réseaux sociaux bien sûr. Eh bien oui, il n'y a ni métro ni bus mais une avalanche de tweets et une bataille de hashtags. Merci Caroline. Bruno Fulini, vous êtes écrivain, historien, vous contribuez à la revue parlementaire L'Hémicycle. Merci d'être avec nous. Vous allez nous parler des jaunes. Oui, ceux qui ne font pas grève, on les appelle des jaunes. Eh bien, je vous propose de revenir sur les origines de cette expression bizarre. Et puis Jonathan Dupriez, vous êtes aussi également en plateau avec nous et on parlera de la réforme de l'audiovisuel public. Le texte était présenté ce matin au Conseil des ministres. Oui, et la question sous-jacente, c'est est-ce qu'on peut faire mieux avec toujours moins de moyens ? Merci Jonathan. On en parle dans quelques instants. Dans une demi-heure, ce sera notre grand débat consacré bien sûr à cette journée de mobilisation à Paris et en région. Alors quelle est l'ampleur de la mobilisation ? Le gouvernement, on le sait, doit faire des annonces la semaine prochaine. Quelle est la marge de manœuvre de l'exécutif ? Quelles conséquences politiques pour le président Macron ? Nous allons essayer de prendre un peu de hauteur, d'aller voir plus loin ensemble tout au long de l'émission. Bien sûr, vous savez, hashtag ALPL pour réagir sur Twitter. Mais tout de suite, je vous propose de faire le point sur cette mobilisation, ce jeudi noir. C'est un sujet d'Adrien Develay et Romane Grisard. Les quais de la gare du Nord complètement vides, désertés par les usagers. Et pourtant, à quelques mètres, un immense cortège. Au premier jour de la grève, nombreux sont les corps de métier à s'être mobilisés ce jeudi à l'appel des syndicats. Avec une seule idée en tête, contrecarrer la réforme des retraites du gouvernement. Nous n'avons pas été écoutés, nous avons dit qu'il faut abandonner cette idée de régime unique par points, il faut revenir à la table de négociation sans préalable. Il y a des dispositions qui peuvent permettre d'améliorer le système actuel de retraite qui est performant, qui est solidaire. Opposition au projet, critique également envers la méthode. Pour les syndicats, le gouvernement n'a pas fait assez de pédagogie pour même tenter d'expliquer sa réforme. Ce projet de réforme n'est pas bon, tout le monde l'a compris, mais la méthode du gouvernement est mauvaise. Le gouvernement ne dit rien depuis que Jean-Paul Delevoye a mis son rapport sur la table et tout est renvoyé à des éternelles discussions où nous n'avançons pas puisque nous ne connaissons pas quel est le projet réel du gouvernement. Nous n'avons aucune mesure concrète sur la table. Cette première mobilisation du 5 décembre marque bien le coup d'envoi d'un mouvement qui est amené à durer. Pour les représentants syndicaux, la balle est dans le camp du gouvernement. Soit on écoute, soit on continue à s'obstiner comme le président de la République le fait depuis qu'il est élu. Donc il n'y a aucune raison d'abandonner un système qui nous a enviés dans le monde entier. En tout cas, je peux vous dire qu'il y a de la détermination dans un certain nombre de professions et que la grève ne s'arrêtera pas ce soir. Le Premier ministre Édouard Philippe présentera la réforme en milieu de semaine prochaine. Les syndicats espèrent que les mobilisations obligeront le gouvernement à revoir son cap. Jeudi, 245 rassemblements ont été recensés partout en France. Alors en marge de ces mobilisations, notamment à Paris, Bordeaux et Nantes, il y a eu des casseurs, des dégradations. Pourtant, il y avait le service d'ordre des syndicats et 6000 policiers à Paris. Rémi Féraud, malheureusement, on ne peut plus défiler dans le calme aujourd'hui en France. Non, d'ailleurs, il faut, comme à chaque fois, condamner ces casseurs. S'ils se prennent pour de grands révolutionnaires, qu'ils sachent qu'ils ne sont que les idiots utiles du système. Et pour ce qui est de cet après-midi, je veux une nouvelle fois saluer le travail des forces de l'ordre et des pompiers. Ces casseurs, finalement, empêchent uniquement celles et ceux qui veulent manifester de pouvoir le faire, dissuadent certainement beaucoup de Français de venir aux manifestations.
il faut condamner leurs actions à chaque fois, mais je constate aussi qu'ils, pour le moment en tout cas, et à cette heure de la journée, les dégâts qu'ils ont causés sont bien plus limités que d'autres samedis ou d'autres jours de manifestations que nous avons connus depuis un an à Paris. Je veux aussi rappeler que depuis un an, notre pays, et en particulier notre ville, vit parfois dans un état de tension extrême. Emmanuel Macron nous avait promis une France apaisée, voilà où nous en sommes. Alors justement, on va parler de cette mobilisation, évidemment, on y reviendra, mais quand même un petit mot. Pour vous, cette mobilisation, elle peut faire plier Emmanuel Macron ? Si elle se prolonge dans la durée, bien sûr. Et évidemment qu'il y a un parfum de 1995. Mais en 1995, il n'y avait pas cette violence. Et je pense que ça donnait plus de force, évidemment, au mouvement social. Le gouvernement serait quand même bien inspiré de ne pas être juste dans l'entêtement et de trouver une porte de sortie. On est quand même face à une méthode de gouvernance qui est absolument incroyable, et il y a tellement de flou que cela ne fait que renforcer les inquiétudes et les angoisses. Comme élu parisien, je vois bien comment aujourd'hui, demain, une ville bloquée, on peut faire avec. Si ça doit durer jusqu'aux vacances de Noël, alors je pense que la vie quotidienne des Franciliens sera extrêmement difficile, l'économie en pâtira également, et le gouvernement serait bien inspiré de sortir de ce blocage. On va y revenir, bien sûr, mais tout de suite, je vous propose d'aller voir ce qu'en pensent les Républicains. On va vous retrouver, Steve Jourdain, vous êtes en salle des conférences, vous êtes avec Catherine Dumas, sénatrice LR de Paris. Oui, Catherine Dumas, beaucoup de gens aujourd'hui dans les cortèges, beaucoup de gens en grève contre le gouvernement. Vous vous en félicitez ? Non, bien sûr que non. Enfin, je ne me félicite pas qu'il y ait beaucoup de monde dans la rue. Je pense que le pays s'en passerait vraiment. C'est vrai que les Français se sont mobilisés aujourd'hui très fortement contre une réforme en fait qu'ils ne comprennent pas. D'ailleurs, c'est paradoxal parce que quelque part, ils souhaitent qu'il y ait une réforme des retraites dans notre pays. En revanche, ils ne comprennent pas. Et je pense que cette incompréhension a suscité beaucoup d'angoisse, d'où beaucoup de monde dans la rue. Alors, les sympathisants de droite approuvent la réforme des retraites. Votre formation, elle soutient la mobilisation. Comment on sort de cette ambiguïté ? Eh bien, on sort de cette ambiguïté. Je pense que c'est le gouvernement qui doit sortir de cette ambiguïté en expliquant quelle réforme il veut faire. Je trouve assez curieux que... Je parle des Républicains. Oui, tout à fait, mais l'ambiguïté, elle est dans le pays. Chez les Républicains, non, on souhaite simplement que le gouvernement s'explique sur cette réforme et à partir de là, on arrivera peut-être à faire en sorte que les gens reprennent le travail. Mais au fond, qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui de la majorité ? Quelle est la contre-proposition des Républicains aujourd'hui ? Je pense que déjà, c'est sur la méthode. Il y a une critique sur la méthode et qui est une critique qui est d'ailleurs générale, bien au-delà des Républicains. Je pense qu'il y a un manque d'explication. Monsieur Delevoye a remis un rapport en juillet. Cette grève était prévue pour décembre. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de temps et il n'y a pas eu la concertation nécessaire. On ne sait pas comment cette réforme va se faire, quand elle va rentrer en vigueur, qui elle va concerner, etc., etc. Donc c'est ça le vrai sujet. Le Rassemblement national exige un référendum sur la réforme. Vous l'approuvez ? Non, pas forcément. Je pense que le travail il vient d'abord du gouvernement, un travail d'explication et de concertation avec tous les partenaires. Après, je note aussi qu'il y aura un autre travail qui sera aussi celui du temps parlementaire. Merci beaucoup Catherine Dumas d'avoir répondu à mes questions. Merci Steve Jourdain en direct donc de la salle des conférences. Rémi Féraud, le gouvernement doit s'expliquer, il y a eu un problème de méthode, c'est ça le problème ? Mais à partir du moment où le président de la République et cette majorité ont fait depuis 2 ans et demi de l'injustice sociale le fil rouge de leur politique, personne ne peut avoir confiance dans cette réforme. Et si c'était le paradis sur Terre, la réforme, il la montrerait. Or, il la cache. Et la suppression des régimes spéciaux ne peut pas être un but en soi. Ça ne peut être qu'un moyen pour arriver à plus de justice et d'équité, mais aussi une garantie sur... En soi, vous êtes favorable à la suppression de ces 42 régimes spéciaux ? Nous ne sommes pas hostiles à l'instauration progressive dans le temps, parce qu'il faudrait beaucoup de temps, d'un régime universel, mais pas dans ces conditions-là. Il faut... Eh bien, le gouvernement a commencé son quinquennat en supprimant les dispositifs sur la pénibilité qui étaient des points positifs de la loi El Khomri. Comment voulez-vous que nous ayons confiance aujourd'hui, que les organisations syndicales et les salariés aient confiance sur la prise en compte de la pénibilité, justement sur
l'âge de départ en retraite, la durée de cotisation. Il pourrait y avoir une grande réflexion et pour le coup un grand débat sur la question de l'égalité femmes-hommes, la pérennité du système de retraite, l'équité, la garantie du niveau des retraites. Personne aujourd'hui n'a confiance et tout le monde voit bien qu'il y a derrière le risque d'une remise en cause du système de retraite par répartition, de la solidarité intergénérationnelle. On voit les fonds de pension qui pointent le bout de leur nez. Je pense que les gens en plus ont raison de ne pas avoir confiance parce que les intentions du gouvernement ne sont pas claires, ne sont pas nettes. On va y revenir, mais tout de suite, on va en parler avec nos chroniqueurs, bien évidemment. C'est l'heure du club d'Allons plus loin. Et on commence ce club avec vous, Caroline Deschamps. Évidemment, on parle de la mobilisation contre cette réforme des retraites. Et ça se passe aussi sur les réseaux sociaux, pas seulement dans la rue. Ben oui, Fanny, les réseaux sont en surchauffe, et notamment Twitter. Ce matin, chacun y allait de sa photo, comme la sénatrice Sophie Primas qui tweet, je cite, « Embouteillage monstre à Paris, ah ben non, pas un chat », avec une photo du périph' et des émojis morts de rire. Alors, au-delà de la paralysie des transports, des dizaines, voire des centaines de milliers de tweets tournent surtout sur les manifs qui se déroulent partout en France, avec parfois des slogans plutôt marrants, comme à Besançon, avec cette banderole, je ne sais pas si on va la voir, « Les Black Vioques, les retraités enragés ». Alors, moins marrant, on en parlait tout à l'heure, circulent ce soir, évidemment, les images des tensions en marge des cortèges à Paris, mais aussi à Nantes. Oui, à Bordeaux. Et ces échanges, évidemment, sur Twitter, on imagine bien qu'ils sont aussi très politiques, Caroline. Oui, c'est la battle de hashtag. Côté manifestants, les syndicats et la gauche tweet avec le hashtag grève du 5 décembre, grève générale ou encore Macron. À noter quand même le hashtag Jean-Michel compte-moi, utilisé par les profs à l'adresse de Jean-Michel Blanquer. Alors du côté des défenseurs de la réforme, c'est le hashtag le 5 je travaille ou retraite pour tous. Et les sénateurs, Fanny, me direz-vous ? Et les sénateurs, Caroline ? Eh bien, Pierre Laurent, le sénateur communiste de Paris, estime, lui, qu'un dessin vaut mieux qu'un long discours. Il tweet ce dessin, retraite façon Macron, métro, boulot, tombeau. Les sénateurs de gauche étaient présents à la manif parisienne, comme l'écolo Esther Benbassa ou Patrick Caner, le patron des sénateurs PS, qui poste des photos de ses collègues socialistes battant le pavé. Vous y étiez d'ailleurs, Rémi Féraud. La sénatrice PS de Paris, Marie-Pierre de la Gontrie, s'emploie, elle, sur Twitter à démonter la com du gouvernement et notamment les attaques de Jean-Baptiste Djebbari, qui accuse Anne Hidalgo de refuser les cars Macron dans le centre de Paris. On écoute le secrétaire d'État au transport. Réglementairement, vous pouvez desservir avec les cars Macron la gare de Bercy. Ça, c'est ce que permet, on va dire, le cadre de la loi. Et nous avions proposé que ces cars desservent d'Enfer, Châtelet et Gare du Nord de manière à avoir une bonne desserte dans Paris. Mais comme c'est à la main de la maire de Paris et que celle-ci, semble-t-il, le refuse jusqu'à présent, je mets ça dans à la compréhension du débat public. Et donc, face à ces accusations, Marie-Pierre de la Gontrie tweet « Vous avez aimé les mensonges de Jean-Michel Blanquer, vous allez adorer ceux de Jean-Baptiste Djebbari sur les cars Macron » et d'ajouter « La mairie de Paris a donné son accord pour les dessertes de gares routières habituelles ». Alors, du côté des pro-réformes, c'est-à-dire LREM et ses sympathisants, le gros du job réside dans la pédagogie. Le sénateur LREM Martin Levrier tweet une infographie pour nous sortir du brouillard de la réforme. Pas sûr que cela suffise. Et le gros des troupes utilise à fond les réseaux pour démonter les fake news et rétablir leur vérité. Alors évidemment, ce sont des éléments de langage envoyés aux cadres et aux militants avec des visuels à poster sur le net. Toujours est-il, Fanny, que c'est sans surprise que les mots-clés grève du 5 décembre et grève générale ont battu à plate couture le hashtag réforme pour tous. Plus de 450 000 tweets pour les deux premiers et 2000 pour le second. C'est un véritable chaos numérique. Tu as plate couture. Peut-être une réaction à Rémi Féraud, notamment sur cette polémique quant au car Macron. Alors déjà, hier, Jean-Michel Blanquer, Gabriel Attal répétaient en boucle qu'il y aurait 3 écoles ouvertes à Paris, que c'était un scandale. Il y en a eu 250 aujourd'hui, comme prévu. Ensuite, si M. Djebbari
pense, j'espère pour lui qu'il ne le pense pas, qu'avec 50 cars Macron, il va se substituer à des centaines, voire des milliers de rames de métro. Voilà. Si en plus ces cars Macron sont assoufflés, alors en plus ça va traumatiser Benjamin Griveaux, ce serait dommage. Donc le gouvernement n'est pas sérieux, essaye de se défausser sur qui il peut. Donc en l'occurrence la ville de Paris, il en a l'habitude puisque sur tous les sujets où le gouvernement est en responsabilité, je pense notamment à la sécurité à Paris, il fait pareil. Ça commence à se voir beaucoup et je pense qu'il ferait bien d'arrêter. Bon, alors on va passer maintenant à la deuxième chronique de cette émission. C'est avec vous, Bruno Finini. Vous êtes l'historien de cette équipe. On va faire un petit retour en arrière avec vous. On va parler des jaunes. Alors pas des gilets jaunes, dont on a beaucoup entendu parler depuis un an. Des jaunes, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est? Oui, en argot syndical, quelqu'un qui travaille un jour de grève, c'est un jaune. Et alors pourquoi? D'où ça vient? Eh bien, c'est une expression qui a tout juste 120 ans. Elle est née en 1899 à Montceau-les-Mines, en Saône-et-Loire, donc cité minière. Il y a une compagnie là-bas qui, dans une période de tension sociale, a l'idée de créer un syndicat maison, un syndicat favorable au patron pour faire pièce aux syndicats revendicatifs. Et ce syndicat, on le gâte, on lui donne des locaux, de beaux locaux au milieu de la mine, sauf que bizarrement, eh bien, les vitres de ces locaux sont régulièrement, évidemment, la cible de jets de pierre et sont brisées perpétuellement. Alors ça coûte un peu cher de les remplacer, donc on met à la place un papier huilé de couleur jaune. Et donc ça va être le syndicat jaune, les jaunes. Et puis c'est intéressant aussi cette couleur jaune parce qu'il se trouve que de longue date, c'est la couleur du pape, c'est la couleur du Vatican. Et que les syndicats proches du patronat, historiquement, sont des syndicats, comment dirais-je, qui sont soutenus par la hiérarchie catholique, qui sont imprégnés de christianisme, parce que, évidemment, ils sont en concurrence avec les rouges anticléricaux, voire athées. Ce qui fait que ce terme très péjoratif de jaune, il va être revendiqué même par ces syndicalistes-là. Ils vont même créer une fédération nationale des jaunes en 1902 et un journal, Le Jaune. Ils vont être dirigés par un personnage assez charismatique, Pierre Bietri, qui va faire véritablement fortune en proposant au patron des syndicats maison clés en main, voire des équipes de briseurs de grève équipées de massues légèrement plombées. Et il va tellement bien réussir, cet ancien ouvrier reconverti dans le syndicalisme jaune, et bien qu'en 1912, on le voit, c'est le dernier rapport de police le concernant, s'embarquer à Marseille pour l'Indochine où il a acheté une plantation, il part prendre sa retraite, il a 40 ans, la retraite à 40 ans c'est un bel objectif syndical, mais là il ne l'a atteint qu'à titre strictement individuel. Alors, on disait les jaunes, on dit aussi les renards. Alors, le renard est un petit peu de couleur jaune orangé, et puis le renard c'est un malin, un futé, un rusé, c'est celui qui finalement va bénéficier des éventuelles avancées résultant de la grève sans avoir pris part au mouvement. Eh bien, figurez-vous que pendant très longtemps, il y avait dans le mouvement ouvrier ce qu'on appelait des chasses aux renards, qui n'avaient rien à voir avec celle de l'aristocratie britannique, c'est-à-dire qu'on chopait véritablement les non-grévistes. Ils étaient généralement soumis à des simulacres de procès, des passages à tabac un petit peu humiliants, et puis parfois même, on les peignait intégralement en jaune. Parfois même, dans les conflits vraiment tendus comme il y en a eu en 1908, il y avait des expéditions punitives à leur domicile et c'est ça qui a révolté le sénateur Clémenceau devenu ministre de l'Intérieur. Il y a un échange célèbre avec Jean Jaurès où Clémenceau lui dit « Monsieur Jaurès, seriez-vous un jour ministre de l'Intérieur? Un malheur est si vite arrivé. Accepteriez-vous qu'on laisse intervenir comme cela des grévistes dans la maison d'un non-gréviste ?» Jaurès sent bien que ce n'est pas un terrain qui est très bon pour lui, il ignore la question et Clémenceau lui répond « En ne répondant pas, vous m'avez répondu ». Merci Bruno Finini pour ce retour en arrière, cette explication très complète. Une réaction peut-être, Rémi Féraud, ces jaunes, ceux qui refusaient de manifester. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut manifester, il faut faire la grève? La concertation, ça ne suffit pas? Ça, c'est... c'est pas au Parti socialiste, c'est pas aux parlementaires de dire aux gens vous devez faire grève ou vous ne devez pas faire grève. Ce qui est vrai, c'est que la grève a perdu beaucoup de son impact ces dernières décennies, sauf dans un certain nombre de catégories professionnelles et en particulier ce qui concerne les transports où la grève a un impact très fort. Donc moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que le gouvernement retire son projet de réforme, remette les choses entièrement à plat, entame une discussion avec les organisations syndicales et que le blocage... Non, elle n'a absolument pas... Elle a commencé.
elle a commencé sur quelle base, pour aller où, tout en disant que de toute façon, il y aura des annonces la semaine prochaine. Le flou ne Pour vous, c'est cette méthode, ce calendrier qui a été mal géré? Bien sûr, oui, volontairement, je pense. Le flou ne plaide pas pour les bonnes intentions du gouvernement, à l'évidence. Donc, voilà, sans reprendre l'expression bien connue, mais là, elle s'applique particulièrement bien. La CFDT ne participe pas, enfin, sauf certaines branches de la CFDT aux manifestations aujourd'hui. Mais en même temps, le gouvernement ne l'écoute pas du tout sur ces exigences. Et elle va entrer, d'ailleurs, je pense, si cela continue dans le mouvement. Je pense que ce que dit Laurent Berger est suffisamment fort pour être entendu. Je vois beaucoup de collègues parlementaires En Marche qui reprennent ce que dit la CFDT sur certains points, mais pour le reste, ils ne les écoutent absolument pas. Et c'est vraiment dommage. Aujourd'hui, il y a quand même un risque que le pays soit bloqué pendant tout le mois de décembre. Ça doit quand même nous interpeller tous. Alors on va passer à la troisième chronique de ce club. C'est avec vous, Jonathan Dupriez. On va parler de la réforme de l'audiovisuel public. Le texte était présenté ce matin au Conseil des ministres. Oui, on la présente comme la plus grande réforme sur l'audiovisuel public depuis 1986. Et outre d'autres mesures, elle prévoit principalement de fusionner le CSA et Hadopi. Et vraiment la mesure phare, on va dire, c'est vraiment de regrouper sous une holding France Télévisions, Radio France, RFI et France 24. Et cela s'appellera France Média. À noter que Arte et TV5 Monde n'en feront pas partie puisqu'ils ont des accords avec des accords internationaux. Et donc ça, France Média, quelle est l'idée derrière? Selon le ministre de la Culture, Franck Riester, cette holding devrait permettre de créer une vision stratégique, d'améliorer la vision stratégique, on pourrait dire, de ces entités entre elles, donner plus de cohérence sans doute, tout en laissant à chacun sa ligne éditoriale respective. Écoutez-le, c'était à la sortie du Conseil des ministres ce matin. Nous allons aussi faire évoluer la gouvernance de l'audiovisuel public en créant un groupe public, France Média, regroupant France Télévisions, Radio France, France Média Monde et l'INA, et qui permettra, à travers une gouvernance, donc comme je disais, modernisée, d'adapter et de transformer l'audiovisuel public. Jonathan, qu'en pensent les sénateurs? Et au Sénat, les avis sont partagés, notamment certains socialistes comme David Assouline, eux dénoncent un affaiblissement du service public. À droite, certains sénateurs sont plutôt favorables à une modernisation, mais tant qu'elle n'altère pas la mission de service public. Et ils demandent aussi certains gages, notamment de cadre budgétaire, parce que ces changements, finalement, on ne sait pas trop où ils vont. Et du côté de la majorité, évidemment, on admet que la holding France Média permettra, en regroupant les acteurs, de faire des économies structurelles. Écoutez André Gattolin, sénateur LREM. Le fait d'avoir 5 sociétés différentes, ça veut dire 5 présidences, 5 fonctions support, des DRH, tout un tas de services spécifiques, souvent des stratégies différentes, voire contradictoires. On l'a vu sur les propositions de plateforme, les uns s'associent avec d'autres, d'autres ont leur politique autonome. On pense que là peut se faire la réduction des moyens et des coûts. Alors justement, l'audiovisuel public, il en est question au Sénat aujourd'hui puisque c'est le budget 2020 qui est étudié en séance. Oui, exactement. Au moment où on se parle, le budget va être examiné. Donc les sénateurs, ils doivent décider de la répartition des 3,7 milliards d'euros de la redevance audiovisuelle et comment la répartir, cette redevance, auprès de ces 6 entités publiques. Et cette année encore, le budget est en baisse. Il va être raboté de 70 millions d'euros. Au total, sur la trajectoire budgétaire 2018-2022, l'audiovisuel public verra sa dotation fondre de 190 millions d'euros. Alors pour certains sénateurs, comme le LR Jean-Pierre Leleux, qui est spécialiste de la question, c'est un mal nécessaire. Écoutez-le. C'est vrai que c'est difficile, on le comprend. C'est difficile. Le climat social n'est pas forcément très bon. C'est une litote que de dire ça. Mais je pense qu'un travail sur l'évolution des moyens est nécessaire et qu'on peut espérer qu'il se passe dans la meilleure intelligence possible. Et là, il y a comme une sorte de paradoxe, c'est que d'un côté, le gouvernement annonce sa grande réforme, mais le signal qui est envoyé, c'est que le budget de l'audiovisuel public continue de baisser chaque année. Merci Jonathan Dupriez. Et on va continuer à parler de ce budget 2020 qui est étudié au Sénat aujourd'hui. On va vous retrouver, Alice Bardot, vous êtes dans l'hémicycle.
Oui, Fanny, alors les sénateurs ont adopté il y a à peine quelques minutes le budget pour la culture. Alors il sera en très légère hausse l'année prochaine, à peine 1%, des moyens qui seront largement consacrés au patrimoine. 1 milliard d'euros sur les 3 milliards de ce budget. Et en 2020, cet argent servira plus particulièrement à la restauration des monuments historiques. Alors rappelons-le, l'année 2019 a été marquée par l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. Et si ce n'est pas l'État qui mettra la main à la poche pour financer les travaux de reconstruction, ce que déplorent d'ailleurs les sénateurs, cela a été l'occasion de rappeler l'importance de protéger notre patrimoine, à commencer par nos cathédrales. Alors le budget 2020 prévoit 2 millions d'euros pour les mettre en sécurité face au risque d'incendie, mais les sénateurs déplorent que le gouvernement déshabille Pierre pour habiller Paul, car ces 2 millions d'euros seront ponctionnés sur les subventions accordées aux collectivités et propriétaires privés pour la restauration de leurs propres monuments historiques. Alors de quoi mettre en colère le rapporteur de ce budget pour la culture, Vincent Eblé, on l'écoute. Je rappelle que les cathédrales sont des monuments historiques appartenant à l'État. Ainsi, la prise en compte d'un risque pesant sur l'État se trouve financée par des crédits destinés à d'autres monuments qui ne lui appartiennent pas. Une telle option traduit un réel manque d'ambition. Une baisse des subventions aux collectivités et propriétaires privés qui ne sera pas seulement de 2 millions d'euros mais de 7 millions d'euros. Mais le Sénat a voté il y a quelques instants une compensation de cette baisse à hauteur de 5 millions d'euros malgré l'opposition du gouvernement pour qui, je cite, il y a d'autres priorités à satisfaire. Merci Alice Bardot. Rémi Féraud, peut-être une réaction sur ce budget 2020 qui est voté en ce moment au Sénat sur la culture et sur l'audiovisuel public. Manque d'ambition sur la culture, c'est d'ailleurs aussi une des marques de ce quinquennat, ce manque d'ambition et ce manque de dimension culturelle qui a pu surprendre d'ailleurs un certain nombre de ceux qui soutenaient Emmanuel Macron en 2017. Sur l'audiovisuel public et le projet de loi qui a été présenté ce matin au Conseil des ministres, on a bien vu la méthode. Mais ça, c'est juste la méthode de tout regrouper sous un même grand parapluie. CSA Hadopi d'un côté, l'ensemble ou presque des chaînes de télévision de l'autre. Mais quel est l'objectif ? À l'évidence, visiblement, il ne s'agit que de faire des économies. Est-ce que derrière ces économies, il n'y a pas, à l'évidence, le risque, une baisse de qualité, d'ambition culturelle, de services publics ? Probablement que si. Et à ce titre, évidemment, les sénateurs socialistes s'y opposeront. Merci Rémi Féraud d'avoir été sur notre plateau sur Public Sénat ce soir. Merci à vous. Merci Caroline, merci Bruno, merci Jonathan. Allons plus loin, ça continue, c'est l'heure de notre grand débat. On va continuer évidemment à parler et analyser ce qui se passe aujourd'hui, cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites. 245 mobilisations annoncées partout en France, SNCF, RATP, enseignants, policiers, infirmiers, salariés du secteur privé. Je vous propose d'écouter quelques représentants politiques et syndicaux dans le cortège cet après-midi. Nous, ce qu'on attend, c'est le passage à l'acte 2 du quinquennat. C'est-à-dire on écoute et on ne fait plus semblant qu'il ne se passe rien et qu'il n'y a pas de colère dans ce pays. Voilà. Donc demain, on fera le compte avec les autres organisations syndicales, tous ceux qui ont appelé. En tout cas, je peux vous dire qu'il y a de la détermination dans un certain nombre de professions et que la grève ne s'arrêtera pas ce soir. Je crois que c'est le début d'un mouvement social de forte intensité. Il y a à la fois les petites payes, mais il y a aussi beaucoup de cadres. Parce que dans l'encadrement et dans le haut de la hiérarchie des salaires, les gens ont compris que leur pouvoir d'achat va baisser. Nous voulons être entendus. Et si nous avons appelé à la grève à partir du 5, c'est parce que nous savons qu'une journée n'y suffit pas, même réussie, que ce soit en termes de manifestation ou de grève. Donc évidemment, si la journée, je pense que ça va être cela aujourd'hui, elle est massivement suivie en termes de mobilisation, non seulement dans les manifestations, mais y compris dans le cadre des appels à la grève, le gouvernement devra en prendre la mesure. S'il ne prend pas la mesure, nous avons très clairement indiqué que nous soutenions la nécessité de reconduire l'appel à la grève, non seulement demain, vendredi, samedi, dimanche, mais y compris lundi, dès lundi prochain également. Qu'est-ce qu'on veut ?
Est-ce qu'on veut encore faire des économies sur le dos des gens? Est-ce qu'on veut garder ou voire accroître les inégalités? Ou est-ce qu'on veut une réforme de justice? C'est le seul sujet qui se pose aujourd'hui. Et j'espère que ces manifestations vont être amples, mais surtout qu'elles vont être calmes, parce qu'il faut que le gouvernement ne joue pas ensuite des violences pour qu'un certain nombre de Français aient peur. Voilà. Et aujourd'hui, on a peur des réformes qui cassent le pacte social. Voilà. Et je vous propose maintenant d'écouter Édouard Philippe. Le Premier ministre s'est exprimé tout à l'heure, c'était vers 17h. Écoutez. Je voudrais dire qu'il y a eu beaucoup de manifestations organisées en France, que dans un très grand nombre de villes, elles se sont bien passées, car elles ont été bien organisées. Je veux rendre hommage aux organisations syndicales qui les ont encadrées, car dans beaucoup de villes de France, ça s'est très bien passé. Il y a eu quelques villes où on a constaté des débordements, souvent liés à la présence de casseurs qui ne venaient pas pour manifester. C'est le cas à Paris où on observe quelques tensions autour de la place de la République. Mais je voudrais dire que dans l'ensemble, et je rends hommage aux organisations syndicales, les manifestations se sont bien déroulées à peu près partout en France et c'est important de le souligner. Et avec nous pour ce grand débat d'Allons plus loin, Alexandre Malafaille, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes président du think tank Sinopia. Également avec nous en plateau, Florent Vadillo, président du think tank L'Hétérie. Vous êtes également co-auteur du livre Les Espions de l'Élysée aux éditions Talendier. Merci d'être avec nous sur Public Sénat. En plateau également Stéphanie Matedi-Lecoq. Vous êtes directrice générale d'Art du dialogue social. Merci d'être là. Et puis Bruno Cautresse, on ne vous présente plus. Vous êtes politologue, chercheur au CNRS et membre du CEVIPOF. Bonsoir. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Alors on l'a vu, il y a une forte mobilisation ce jeudi avec des profils très divers, différentes professions. Et comme le disait Jean-Luc Mélenchon, il y a les petits salaires comme les cadres, il y a les fonctionnaires et les salariés du secteur privé. Est-ce que c'est une situation inédite, Bruno Cautresse ? Non, peut-être pas inédite, parce qu'on a déjà eu en France, bien sûr, d'autres mobilisations sur ce thème, de la réforme des retraites, qui ont posé à peu près les mêmes problèmes. Je faisais l'expérience de réécouter les déclarations de nos premiers ministres qui successivement ont géré cette question de la réforme des retraites, et on voit quand même beaucoup de permanence, à la fois dans les thèmes, qui sont même dans le vocabulaire qui est utilisé, les argumentaires. On ne peut pas laisser aux générations futures un système dans un tel état, il faut un système qui soit plus universel, plus juste, plus égal. Donc ce sont des arguments qu'on a déjà très 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 souvent retrouvés au cours des 20 ou 30 dernières années en France. Mais là, le profil des personnes qui sont dans la rue ce jeudi, est-ce que c'est quelque chose qui était attendu, mais est-ce que ça peut avoir un impact sur Emmanuel Macron, Alexandre Malafaille ? C'est ce que tous ceux qui sont dans la rue espèrent. Est-ce que ça aura vraiment un impact ? On verra, il est encore un peu trop tôt pour le dire. Mais il faut comprendre que les gens sont dans la rue parce que bien sûr ils veulent défendre leur retraite, mais il y a plein d'éléments de motivation et qui expliquent que les gens sont dans cette situation de tension et de rejet. Et je pense que les gens qui nous gouvernent feraient bien de tenir compte de ce qui s'est passé ces dernières années, de lire le fameux baromètre du CEVIPOF chaque année, parce que ça raconte beaucoup de choses extrêmement intéressantes sur l'état, non pas de l'opinion, mais de la nation. Et surtout de bien comprendre qu'en fait, les gens aujourd'hui, ils ont un vrai problème, ils en ont même deux. Un, ils ont peur de l'avenir. Et ça, c'est un sentiment pas très ancien, mais cette espèce de fait que demain est d'abord une inquiétude pour soi et pour ses enfants, pour les générations futures. Et le deuxième sentiment qui s'est ajouté à ça, qui est plus récent, c'est vraiment le sentiment qui est maintenant qu'on formalise, c'est le sentiment de prédation, celui de se faire avoir. Se faire avoir par tout le monde. Par les gens qui nous dirigent, par le secteur économique. Voilà. Et c'est peut-être un sentiment faux, mais en tout cas, c'est ce que les gens ressentent. Mais ressentent depuis quand depuis le mandat d'Emmanuel Macron ? Non, vous avez c'est diffus. Alors évidemment, quand vous avez la classe politique et les gens qui gouvernent, qui en plus arrivent avec des projets qui visent à remettre en cause la parole de l'État. Vous savez, quand vous êtes agriculteur, on vous explique qu'il faut faire l'agriculture intensive, puis après on revient sur cet engagement qui vous a été proposé. Vous êtes avec une voiture diesel, puis on vient vous embêter. On vous dit vous pouvez rouler à 90 km/h, puis on revient là-dessus. Cette espèce de sentiment que vous faites avoir, et qu'on met des radars, c'est quand même davantage pour vous prendre de l'argent qu'autre chose, c'est ce que les gens ressentent. Donc ce sentiment-là, si vous voulez, il accentue la défiance des gens à l'égard d'un système, et donc quand vous arrivez avec une réforme qui est mal ficelée, et qui en plus, quelque part, pour le coup, donne le sentiment que les gens vont se faire avoir, eh bien, vous avez cette situation-là avec une coagulation, des mécontentements, des luttes et une conjonction. Alors, est-ce que ça peut produire un résultat pour que le gouvernement change ? On le verra, mais ils ont en tout cas intérêt, ils devraient avoir intérêt à en tout cas prendre ça en considération, parce que tout ça est en train de laisser des traces très profondes dans l'opinion française. Jusqu'on l'a vu l'année dernière, on est passé très très près, si je puis dire, de l'explosion sociale, et ça peut très bien revenir. Stéphanie Matedi, on est proche de l'explosion sociale ?
Il pourrait y avoir effectivement syndicalement, et même, parce qu'il y a les syndicats, mais il y a également les mouvements sociaux, qui sont autres, les différentes actions, les gilets jaunes qu'on va voir qui vont redéfiler samedi. Donc il y a des larges inquiétudes, et cette inquiétude, elle peut converger. Donc il peut y avoir effectivement une convergence, non pas des luttes, mais des mécontentements en tout cas, et qui peut, selon ce qu'on entendra sans doute lundi, parce qu'on attend quand même les réponses, les résultats des différentes concertations qui ont eu lieu pendant des mois, et les résultats du rapport de Jean-Paul Delevoye. Donc ça, c'est une grande attente. Et fonction de ce qui sera dit, et fonction finalement de l'équilibre que Emmanuel Macron doit absolument trouver, eh bien on verra si effectivement il continue à retirer. Mais on voit bien que là, on a quand même ceux qui sont essentiellement dans la rue, c'est ceux qui sont contre la réforme, c'est la partie statutaire. Si demain vous rajoutez les 15 millions de salariés parce que finalement ils vont faire leurs calculs, la réforme de retraite c'est une réforme individuelle. C'est chacun pour soi. Et donc, à un moment, tout le monde peut se dire « moi aussi, je peux aller dans la rue ». Et c'est vrai qu'on peut tous être touchés par ce mécontentement et tous se dire à un moment « moi aussi, je vais rejoindre le mouvement ». Et c'est ça qui est extrêmement dangereux pour Emmanuel Macron. Florent Vadillo, est-ce que la réponse du gouvernement peut calmer la colère ? Vu comme c'est parti. C'est compliqué parce qu'il y a pour moi, il y a deux phénomènes qui se joignent. Le premier qui est un phénomène qui est assez conjoncturelle, qui est la réforme des retraites, avec un problème de réforme en elle-même, et surtout une mission confiée à Jean-Paul Delevoye, dont on voit qu'elle n'a pas permis ni de créer du consensus, ni de vider les difficultés auprès des partenaires sociaux. Et puis je pense qu'il y a un deuxième sujet qui est assez fort également, c'est qu'une partie de l'électorat, qui était assez composite, celui d'Emmanuel Macron, pensait avoir élu Pierre Mendès France, et il se retrouve avec Alain Juppé. Et on a donc du coup une forme de mécontentement qui n'est pas qu'un mécontentement catégoriel, qui est aussi un mécontentement politique, un regret sur des espoirs déçus, sur un discours qui n'a pas forcément été tenu. Donc je crois aussi qu'il y a un sujet politique. Ça ne veut pas dire que les partis politiques traditionnels parviennent à récupérer la main en quelque sorte, mais ce que disent certains sondeurs, c'est que Emmanuel Macron, au-delà d'une cote de popularité fluctuante, il suscite de la haine. Et c'est assez rare de sonder la haine chez des personnes politiques. Il y a une forme vraiment de grande déception qui aiguise les conflits. Donc la réponse du gouvernement peut, à mon sens, avoir quelques leviers sur des catégories de la population. On le voit par exemple avec les policiers. Les policiers sont en train d'être désamorcés. Mais je ne vois pas comment on peut éteindre un mécontentement qui, au demeurant, se réveille chaque année à quasiment la même heure, avec une ampleur qui va croissant. Bruno Cotresse, est-ce que c'est une mobilisation contre Emmanuel Macron, au-delà de la réforme ? Il y a bien sûr la mobilisation contre la réforme. On ne peut pas effectivement détacher ça d'Emmanuel Macron. C'est la réforme Emmanuel Macron. En 1995, c'est la réforme Juppé, Premier ministre. Là, c'est la réforme Macron, président de la République. Et effectivement, moi j'analyse en détail les opinions des Français sur Emmanuel Macron, notamment à travers des questions qui sont dites ouvertes, où les gens peuvent répondre ce qu'ils veulent. Et effectivement, on voit qu'il y a deux camps qui sont absolument opposés en tout. Le camp minoritaire, l'opinion positive sur Emmanuel Macron, dont la popularité est autour de 30%, considère que c'est une sorte de nouveau Giscard d'Estaing, le réformateur talentueux, courageux dont la France avait besoin. Et puis il y a l'autre camp, totalement irréconciliable au premier. Emmanuel Macron est non seulement le président des riches, arrogant, il n'écoute pas les Français, il ne peut pas les comprendre, il ne les aime pas. Et malgré il y a effectivement le grand débat et là la concertation qu'il y a eu sur cette réforme. Mais c'est ce qui est spectaculaire, c'est que dans les dernières vagues, de ces enquêtes, on voit que le grand débat n'a eu absolument, non seulement aucune incidence, mais qui n'est même pas cité par les personnes comme un élément important à mettre au crédit, ou au contraire, mettre en négatif pour Emmanuel Macron. Donc c'est passé par perte et profit. La représentation que les Français ont d'Emmanuel Macron est une représentation qui aujourd'hui est dure comme de la pierre. Il n'y a rien qui fait bouger cette représentation
acceptation dans l'opinion publique. Et il y a là pour lui un obstacle majeur, parce que pour porter une telle réforme, le problème n'est pas tellement de la faire voter par le Parlement, évidemment. Le problème, c'est surtout que les Français y adhèrent, qu'ils s'y retrouvent, qu'on ne découvre pas dans les années qui arrivent, ou peut-être une fois qu'Emmanuel Macron ne serait plus président de la République, que cette réforme a fait plus de dommages que de bien. Donc c'est ça les vrais problèmes. C'est pas tellement, au fond, est-ce que cette réforme aura lieu ou pas, mais c'est ce qu'elle va faire si elle est adoptée sur une très longue perspective aux Français. Et là, on voit que pour porter un tel enjeu, il faudrait pouvoir incarner un discours très fort, très porteur, et le discours sur c'est universel, c'est égalitaire, c'est ça la vraie justice. On voit qu'il est limité. Là, quand vous parlez de cette haine envers Emmanuel Macron, est-ce que vous l'avez déjà constaté dans des études envers des différents précédents, je pense par exemple à Nicolas Sarkozy? Oui, ça rappelle quand même des éléments de cristallisation, d'une polarisation sur la personne qui est détenteur du pouvoir exécutif. Effectivement, ça rappelle par certains aspects, certains moments des tendances de l'opinion par rapport à Nicolas Sarkozy, oui. Stéphanie Matteudy, cette consultation avec les partenaires sociaux, pour vous, comme le disait Bruno Cotresse, il n'y a pas eu d'effet, ça n'a pas été efficace. Déjà, le grand débat et les consultations, finalement, on n'en a très vite plus entendu parler. Les consultations, les concertations, elles se sont faites, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit la contestation. Mais on ne voit pas, en tout cas on n'a pas encore les résultats de la consultation et de la concertation. Et pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, le mot haine est quand même peut-être pas trop à utiliser en ce moment parce que c'est déjà assez compliqué, mais je pense qu'entre effectivement le côté président des riches, les riches sont toujours plus riches, les pauvres sont toujours plus pauvres, la difficulté c'est que effectivement on a le sentiment qu'Emmanuel Macron n'arrive pas à lire, à comprendre, à intégrer, à communiquer sur la souffrance finalement de ces personnes qui ont des difficultés. Il ne peut pas entendre que ces personnes ont des difficultés. 1 an de gilets jaunes, il a à un moment lancé effectivement plusieurs milliards. On voit bien que ça n'a pas suffi. On en est à fêter des 1 an de contestation avec des mouvements durs, avec effectivement des Black Blocs qui sont toujours là parce qu'ils ont quelque chose. Et pourtant, ce mouvement des Gilets jaunes, il y a eu des réponses, des concessions qui ont été faites. Oui, mais ça n'a pas suffi. Il n'y a pas, voilà, je veux dire, la souffrance est toujours là. Ça n'a pas suffi. Et en termes de communication, surtout, ça n'a pas suffi. Je pense qu'il y a derrière tout ça un problème de communication, et vis-à-vis des syndicats, de toute façon, Emmanuel Macron et les syndicats, ça fait deux. Ils n'arrivent pas à s'entendre, même la CFDT, et pourtant Laurent Berger, on le voit vraiment beaucoup dans les médias, ne s'en sort pas. Et on en est maintenant à penser à une réforme qui serait systémique, et on va rajouter derrière une réforme paramétrique avec, tiens, on va quand même allonger l'âge de la retraite. Mais là vraiment, ça peut être très, très, très dangereux parce que, encore une fois, si la CFDT fait appel à la grève demain... Alors justement, on va parler des contours de cette réforme parce qu'on l'a vu, la mobilisation est importante et pourtant les contours de la réforme ne sont pas encore très clairs, pas encore définis. Les annonces doivent être faites la semaine prochaine par Édouard Philippe, le Premier ministre. Alors je vous propose de voir quel est le calendrier politique des prochains jours. C'est avec ce sujet de Fabien Recker. Gare déserte, école fermée. Comme prévu, le gouvernement affronte un mouvement social de grande ampleur et précise son calendrier pour tenter une sortie de crise. Première étape les 9 et 10 décembre, quand le haut-commissaire aux retraites clôturera ses discussions avec les syndicats. Jean-Paul Delevoye tiendra des dernières réunions multilatérales en début de semaine prochaine et le Premier ministre aura à présenter dans les jours qui suivent ce que sont les arbitrages du gouvernement. L'intervention d'Édouard Philippe devrait avoir lieu en milieu de semaine prochaine selon l'Élysée. Reste à savoir quels arbitrages seront présentés. D'après le journal Les Échos, le gouvernement pourrait notamment abandonner l'objectif d'un retour à l'équilibre des comptes de l'assurance vieillesse en 2025 et repousser l'entrée en vigueur du nouveau régime pour en exempter les générations d'actifs les plus âgés. L'exécutif comptera en tout cas sur ces annonces pour gagner ce premier bras de fer avec la rue avant de présenter son projet de loi de réforme des retraites au Parlement au début de l'année prochaine.
Alors bien sûr, je vais vous faire réagir en plateau à ce sujet, mais tout de suite, je vous propose d'aller écouter ce qu'en pense Julien Bargeton, sénateur LREM de Paris. Il est au micro de Steve Jourdain. Vous êtes en salle des conférences. Oui, Julien Bargeton, beaucoup de gens dans la rue, beaucoup de gens dans les cortèges. On nous vend une manifestation pour la justice sociale, une réforme d'équité. Pourquoi autant de monde dans la rue aujourd'hui ? Cette mobilisation était attendue, il y a un droit de grève, il est constitutionnel, il y a un droit de manifester aussi dans notre pays, et donc les gens qui sont en désaccord avec les principes d'une réforme peuvent l'exprimer, c'est normal. Je regrette les quelques débordements, les échauffourées qu'il y a eu, je pense que notamment à Paris, les Parisiens ont aussi envie de calme et pas trop de blocage. Bon, même si bien sûr tout le monde admet le fait qu'on puisse protester contre les principes d'une réforme. Ce que je regrette, c'est que c'est une grève par anticipation. C'est une grève préventive en quelque sorte, puisque si on connaît les principes, tout le reste de la réforme est sur la table, notamment sur sa date d'entrée en application, la prise en compte de la pénibilité. Il n'y aura pas de perdants après cette réforme ? Il n'y aura pas de perdants. La justice, c'est de penser aux générations futures. La question, c'est les jeunes se disent, est-ce que nous aurons une retraite? Et beaucoup de jeunes que l'on rencontre ne croient plus qu'ils pourront bénéficier du système par répartition. Nous devons pérenniser, sauver notre système par répartition parce qu'il est au cœur du modèle. Les Français vont travailler plus. Et pour ça, le sujet n'est pas un sujet de paramètres. C'est justement ce qu'on a toujours fait. Des réformes de paramètres, on bouge un curseur, travailler plus, longtemps, ou augmenter les cotisations. Là, non, on va indexer les pensions, notamment sur le niveau de vie et notamment sur les salaires. On va davantage considérer les difficultés des carrières féminines, notamment à la naissance du premier enfant. On va prendre en compte les carrières en haché, les petites retraites des agriculteurs. Donc, c'est une réforme de justice parce qu'elle est tournée vers l'avenir et parce qu'elle est tournée vers la prise en compte des situations. Mais la crise sociale est là, elle vous inquiète ? Ce qui m'inquiéterait, ce serait qu'on arrête les réformes. La France n'a pas à s'inquiéter du fait que des gens soient en désaccord avec le gouvernement, ça arrive. La France aurait à s'inquiéter de l'arrêt des réformes parce que nous avons été élus pour mener à bien cette réforme des retraites. Il faut toujours écouter les revendications, les critiques. La porte du gouvernement est ouverte et puis on va ensuite continuer à avancer. Et il y aura d'ailleurs le travail parlementaire que les uns et les autres oublient parfois. Nous sommes ici au Sénat, il y a l'Assemblée nationale. Il y aura aussi le rôle des parlementaires. Nous devons résolument nous tourner vers l'avenir. On a besoin de cette réforme des retraites et on a besoin d'avancer. Merci Monsieur Bargeton d'avoir répondu à nos questions. Merci Steve Jourdain, en direct donc de la salle des conférences. Alexandre Malafaille, on l'a entendu, la porte reste ouverte au gouvernement. On ne veut pas fermer la porte, mais cette réforme, elle est nécessaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est leur point de vue. Je pense qu'il y a des points de vue qui peuvent exprimer une approche différente sur la nécessité. En tout cas, sur les méthodes, c'est évident qu'il fallait faire autrement. Quand j'entends Julien Bargeton dire que c'était une manifestation attendue, très bien. Mais enfin, si on ne tient pas compte de l'état de l'opinion et si on pense qu'on peut imposer une réforme mal ficelée aux Français et en plus perçue comme injuste, il se passera quoi ? Il se passera que d'autres gouvernements viendront et puis démonteront cette réforme. Ce n'est pas la première fois qu'on a démonté des lois votées par une mandature précédente. Donc c'est ce qui se passera. Et au bout du compte, si le gouvernement veut passer absolument en force, compte tenu de l'état du blocage du pays qui est en train de se dessiner, il n'est pas impossible qu'à la fin, finalement, sa réforme elle soit extrêmement légère et qu'on se dira tout ça pour ça. Voilà. Et c'est peut-être un peu dommage d'arriver sur un chantier aussi important qu'une réforme qui est soi-disant une réforme systémique pour l'avenir, quasiment pour le siècle prochain, c'est-à-dire qu'on va être obligé de la démonter. Moi, aujourd'hui, ce que je ferai, c'est qu'en l'état de crispation du pays, j'essaierai de comprendre qu'il faut d'abord respecter les Français dans leur ensemble, qu'ils ont réussi à s'aliéner à peu près tout le monde, aussi bien les salariés du privé que les professions libérales que les fonctionnaires, et qu'en l'État, il serait plus prudent de remettre dans sa poche l'orgueil politique, de dire je vais passer, vous allez voir ce que vous allez voir, et de dire ok, on va redonner du temps, et on va faire non pas une consultation ou une concertation, on va vraiment discuter avec l'ensemble des parties prenantes concernées pour essayer d'arriver à trouver un accord partie par partie, et se donner le temps de faire les choses, parce que finalement, il n'y a pas d'urgence extrême à vouloir absolument tordre le cou à cette réforme dans 10 jours, dans 5 jours, ça n'a aucun sens. Au prix de quoi ? Au prix d'une réforme light ou au prix d'une réforme qui passe en force et d'une France encore plus aliénée et braquée ? C'est là où je pense que, si vous voulez, la fameuse promesse du renouveau démocratique, elle annonçait quelque chose auquel beaucoup de gens avaient envie de croire et auquel peut-être certains croient encore, les quelques 20 ou 30% qui restent fidèles à Emmanuel Macron, mais on en est très loin. Et je crois qu'aujourd'hui, il faudrait redonner du temps au temps sur un sujet aussi important que ça, parce qu'on ne peut pas gouverner en permanence contre son peuple. Et cette réforme, elle est peut-être importante du point de vue des gens qui nous gouvernent, elle est peut-être utile malgré tout à l'intérêt général du pays, mais pas en étant menée tambour battant et en faisant en plus quelque chose qui, d'ailleurs, qui peut nous faire de la peine. Ceux qui risquent d'être les
les punis de la réforme sont ceux qui ne peuvent pas se faire entendre aujourd'hui. On voit bien qu'il y a des concessions qui ont été accordées aux uns aux autres d'ores et déjà, et ceux qui en revanche n'ont pas les moyens de manifester, eux, ils vont se faire avoir vraisemblablement. Florent Vadillo, est-ce que c'était le bon moment pour cette réforme? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu la faire peut-être en début de mandat? C'est peut-être ça le problème. Non, parce qu'Emmanuel Macron, dès le début de mandat, a opéré des réformes extrêmement importantes. La réforme du Code du travail était politiquement d'une très grande sensibilité. Et pour le coup, il a bénéficié du caractère totalement atone des forces syndicales. Il y a eu des mobilisations qui ont été quand même très en deçà de ce qu'on aurait pu imaginer au regard d'une réforme passée rapidement, sans que véritablement il y ait eu de concertation et par ordonnance. Donc je pense que dans le calendrier de réformes politiques que Emmanuel Macron a mené, il y a déjà eu des réformes assez conséquentes, assez politiquement marquées, et donc c'était compliqué de la mettre avant ou après. Au demeurant, il n'y a pas de bon moment pour faire une réforme des retraites. Parce que dans tous les cas, effectivement, vous le disiez, il y a un réflexe extrêmement individualiste où on se dit concrètement avec quoi vais-je vivre à la fin lorsque j'arrêterai de travailler. Surtout que les gens savent maintenant qu'il y a une différence de retraite lorsque vous êtes cadre et lorsque vous êtes ouvrier. Ça n'est pas la même qualité de vie, ça n'est pas la même qualité justement de temps passé en retraite. Les gens le savent. Mais moi, j'aurais une toute petite divergence avec Alexandre. Je pense que le président de la République, sauf à ce qu'il nous fasse un coup comme sur les 10 milliards pour les Gilets jaunes, n'a pas intérêt politiquement à céder sur beaucoup d'éléments sur sa réforme. Parce que son électorat ne le lui pardonnerait pas. Aujourd'hui, la mutation de l'électorat d'Emmanuel Macron, elle est quand même assez achevée. On le voit sur les présidentielles et sur les européennes. Un électorat qui a glissé sur la droite. Et cette réforme, si elle est amodiée pour que les marqueurs politiques parlent à une certaine frange de l'électorat qui restera macroniste, eh bien cette réforme, elle pourrait même être portée au crédit d'Emmanuel Macron, qui a résisté à la rue, etc. Donc, à voir si la stratégie de négociation, notamment vis-à-vis des professions libérales, sera justement de faire des concessions qui seront plus électoralistes que véritablement liées à l'équilibre des comptes sociaux ou autres. Donc je pense vraiment que sa détermination sera portée à son crédit pour son électorat. Néanmoins, c'était la même chose sur les Gilets jaunes et pour autant, il a eu, je pense, un moment d'affolement puisque ces 10 milliards d'euros n'ont pas été particulièrement utiles politiquement. Et on est dans un contexte pré-municipal. Donc il faut aussi veiller à tout cela. Bruno Cotret, ce qui se joue en ce moment pour Emmanuel Macron, c'est la fin de son quinquennat, c'est la potentielle élection de 2022, c'est sa crédibilité. C'est l'élection de 2022, très clairement, parce que on pourrait dire que le contexte ou les choix qui ont été faits par Emmanuel Macron, ou la présence au poste clé d'Édouard Philippe, de Bruno Le Maire, de Gérald Darmanin, a d'une certaine manière effectivement droitisé Emmanuel Macron. À travers cette réforme et le discours sur une réforme juste, comme tenait le discours du sénateur, c'est une réforme juste, c'est une réforme qui incarne la vraie égalité. Peut-être qu'Emmanuel Macron essaye de macroniser la droite, maintenant qu'il a... Et donc on voit que pour lui, la voie pour la présidentielle de 2022, et pour moi d'une certaine manière sans doute la balle de match, même de la présidentielle 2022, c'est est-ce que l'électorat de droite considère qu'Emmanuel Macron est un des leurs, au sens le plus fort et symbolique du terme, quelqu'un de la famille. Si l'électorat de droite ressent ça, Emmanuel Macron n'a pas trop de soucis à se faire pour la présidentielle de 2022. Si l'électorat de droite a un doute, un peu en même temps. Je pense, si l'électorat de droite a un doute sur cette question et qu'on lui présente un bon candidat issu des rangs de la droite républicaine, peut-être que l'électorat de droite aura, on va dire, une hésitation entre le cœur et la raison. Et cette hésitation entre le cœur et la raison, le jour du premier tour, elle peut coûter très cher. Donc je pense qu'effectivement, là, on est sur une dimension politique de cette réforme qui est absolument capitale. Effectivement, Emmanuel Macron est dans une sorte, je dirais pas d'impasse, mais en tout cas, il est dans un couloir qui est un moment crucial. Tout a gagné. Clairement. Alexandre Malafaille, est-ce qu'Emmanuel Macron peut encore reculer vu ce qu'on vient de dire ? Il peut, s'il fait le choix de dire j'ai un électorat potentiel qu'il faut que je cajole, que je chouchoute parce que je fais un calcul politique à court terme avec les municipales et puis à moyen terme parce qu'il y a les élections présidentielles, peut-être qu'effectivement c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, s'il veut vraiment, à mon avis, rentrer dans l'histoire et pour être une grande figure et non pas se faire talocher en 2022, il aurait peut-être intérêt à s'y prendre autrement. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut gouverner un pays dans l'intérêt du plus grand nombre et de temps en temps, quand on vient aux affaires en promettant en reculant sur cette réforme, il peut rentrer dans l'histoire.
moi, c'est ma conviction. Ma conviction, c'est que c'est pas une question de reculer. C'est une question de dire, bon, ok, là, momentanément, c'est pas bien d'en manger. Il faut s'y prendre autrement. Et pour le coup, on nous a quand même promis un truc qui s'appelait le renouveau démocratique. On nous a dit il n'y a pas longtemps, on va changer de méthode. On est exactement dans la même méthode qui était il y a un an sur la transition écologique et la fameuse loi qui a entraîné la crise des Gilets jaunes, la hausse du prix du carburant, etc. C'est les mêmes méthodes. Donc on nous a dit, j'ai changé. On nous a dit, on va faire autrement. On nous a promis pour une élection le renouveau démocratique. On voit où on en est aujourd'hui. Donc oui, moi je tirerai les leçons un peu de tout ça. Je dis, ok, c'est crispé. La France n'a pas les moyens de perdre encore un mois de chiffre d'affaires, les périodes de Noël saccagées, les gens qui ne peuvent pas se transporter, l'image de la France à l'étranger qui se dégrade à nouveau. Ok, redonnons un peu de temps, redonnons 3 mois, redonnons 6 mois. Essayons de faire une vraie négociation, branche par branche, sujet par sujet. Moi, je ferais ça. Et je pense qu'on se grandirait à faire ça. Évidemment, ça suppose mettre un peu son orgueil dans la poche. C'est pas un sujet facile. Moi, je ferais ça. Je ne chercherai pas à passer en force. Je pense que c'est un calcul politique, effectivement, qui peut s'avérer payant si on fait de la politique à l'ancienne, de l'ancien monde. Si on veut gouverner la France et rentrer dans l'histoire et faire des choses dans l'intérêt général du pays, je ne pense pas qu'il faille s'y prendre comme ça. Alors justement, pour aller dans votre sens, on va parler de ce sondage, ce sondage Odoxa pour France Info et Figaro. Regardez, près de 7 Français sur 10, 68% des Français estiment que le mouvement de grève du 5 décembre, donc d'aujourd'hui, contre la réforme des retraites est justifié. Bruno Cotrest, est-ce que ça peut peser dans la balance l'opinion publique et ces sondages? Oui, alors les sondages disent une histoire un peu compliquée. Il y a à la fois effectivement un très fort soutien à la grève, le sentiment que ça ne va pas bien en France. Un autre institut de sondage aujourd'hui a publié aussi une enquête montrant que 70% des Français trouvent que le climat n'est pas bon, que ça ne va pas bien en France. Et en même temps, d'autres enquêtes montrent qu'il y a une adhésion légèrement majoritaire pour l'idée d'une réforme de la retraite. Par contre, on n'a pas dit grand-chose une fois qu'on dit ça. Tout le monde n'est pas d'accord sur comment réformer les retraites. Donc ça veut dire que quand même, effectivement, l'opinion est plutôt aujourd'hui dans un état qui est un état de se poser beaucoup de questions sur cette réforme, et nous ne sommes pas effectivement dans une adhésion claire, franche, massive au projet d'Emmanuel Macron en disant mais oui, c'est ça qu'il faut faire et tout le monde est derrière lui. C'est une situation particulièrement complexe. Oui, c'est une situation complexe parce que le président de la République lui-même a créé une forme d'illisibilité de la politique. C'est-à-dire que sa campagne, la manière dont il a gouverné, les élites politiques qu'il a fait germer ou qu'il n'a pas fait germer en l'occurrence, ne lui permettent pas aujourd'hui d'avoir une clarté dans sa ligne politique et une clarté dans ses ressorts, dans les leviers, dans les personnes d'influence qu'il peut avoir. Au demeurant, je pense aussi qu'il a un ancien exemple qui est celui de la crise des Gilets jaunes, où on avait un très fort soutien de la population au début, qui, parce que le mouvement a duré, parce qu'il a été conduit à des excès, s'est ensuite très vite érodé. Donc le président de la République peut aussi voir que ces 68% d'opinion favorable pour le mouvement, mais une opinion contrastée sur la réforme des retraites, peut parfaitement s'inverser avec un mouvement qui dure, surtout à l'approche de Noël, surtout avec des excès qui vont voir le jour, parce qu'il y aura des manœuvres opportunistes pour pourrir ces situations-là. Donc on peut vraiment... Je pense que la stratégie du pourrissement est politiquement envisageable. En tout cas, le bras de fer est politiquement envisageable parce qu'il pourrait lui être profitable. Stéphanie Mathieu-Lecoq, un dernier mot. Vous partagez ce point de vue? On est dans le flou. On est dans l'expectative. Chaque Français attend beaucoup. Il faut simplement être peut-être un peu plus terre-à-terre, pragmatique. Partir non pas dans des concertations, mais dans des vraies consultations avec effectivement une espèce de page blanche où on écoute les autres, on ne vient pas forcément avec un projet. Et attention, les syndicats, c'est compliqué en ce moment, ils sont très divisés, ils sont dans la rue mais ils sont très divisés, et ces mouvements peuvent être repris par d'autres mouvements sociaux, effectivement un peu plus dangereux, il faut veiller à ça. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat sur Public Sénat. Merci beaucoup. Demain, sur Public Sénat, demain matin, dans Bonjour chez vous, Oriane Mancini recevra Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Lundi, bien sûr, vous retrouverez sur ce plateau Rebecca Fitoussi pour Allons plus loin. Et moi, je vous souhaite une très bonne soirée sur Public Sénat.